Salut à tous, c'est Alex Molik. Alors j'espère que vous allez bien les amis, car aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo de la Minute Actu. Oui, je sais, deux de suite, mais bon, quand il y a des trucs à dire, eh bien, il y a des trucs à dire. Par exemple, vous êtes très nombreux à me demander de vous parler de la nouvelle Toyota Supra. Alors, comment vous dire? Autant j'admire vraiment et sincèrement votre enthousiasme sans limite et votre foi en mes humbles capacités, autant, malheureusement, je ne peux pas vous parler d'une voiture qui n'a pas été dévoilée officiellement. Certes, on en entend parler depuis un très long moment, je vous le concède. Certes, on a vu énormément de photos qui ont soit été volées, soit qui ont fuité. Même Toyota, enfin Toyota Mexique, a posté par erreur sur son compte YouTube une vidéo montrant la version finale de la voiture. Vidéo qui a depuis été retirée, évidemment. Certes, on a déjà quelques infos disparates, ici ou là, mais tout ça, ce n'est pas vraiment officiel. Donc, patience, il faudra attendre le salon de l'automobile de Détroit qui ouvre ses portes le 14 janvier. C'est aujourd'hui en fait. Mais attends, du coup, vous êtes peut-être déjà au courant d'absolument tout sur la Supra, vu que cette vidéo ne sort qu'à 17 h, lundi 17 h, et que je l'ai déjà bouclé la veille. Voyage dans le temps, tout ça. Bref, c'est parti pour le 41e épisode de la Minute Actu. Au programme de cet épisode, Audi PB18 e-tron, Brabham et Gembala. Allez, c'est parti. Mesdames et messieurs, on va commencer direct par quelque chose qui m'a vraiment fait kiffer. Audi a officialisé qu'ils allaient construire le concept 100% électrique PB18 e-tron. Vous vous en souvenez peut-être, je vous en avais déjà parlé dans le 22e épisode de la Minute Actu. Ça date. À l'époque, c'était donc en été 2018, Audi n'avait plus vraiment de PDG, car le sien était mis en cause dans l'affaire Dieselgate. Depuis, ils ont officialisé leur nouveau PDG, Bram Scott, ou Scott, je sais pas trop. Et visiblement, il a décidé de faire sensation dès son arrivée. Ah, la PB18 e-tron. Qu'est-ce que je l'ai trouvée belle, qu'est-ce qu'elle était sensuelle. Cette auto est une sorte de mix plutôt bien réussi entre une supercar ultra agressive lorsque tu la regardes de face et un break polyvalent dans lequel tu emmènerais tes enfants à l'école ou au foot, enfin bref, on s'en fout, lorsque tu la regardes de profil. Vraiment, c'est une auto que j'ai trouvée fascinante. Après, Audi n'envisagerait d'en produire que 50 exemplaires. Pour le coup, je ne suis pas choqué pour un sou. Car avec un look pareil, et franchement, regardez-la, il suffit de la regarder pour comprendre, cette auto se doit de demeurer rare et exclusive. D'autant plus que pour la produire, Audi va très certainement devoir la vendre assez cher, je pense. Car oui, il faudra bien rentabiliser tout le pognon qui a été claqué en recherche et développement pour produire la PB18 e-tron. Et du coup, qui dit voiture chère, dit clientèle limitée, et clientèle, enfin d'un certain type de clientèle, quoi. En gros, c'est pas pour le commun des mortels. Franchement. L'été dernier, je n'aurais pas parié sur le fait qu'il la produirait un jour. Genre vraiment pas. Pourquoi, me demandez-vous? Non mais t'as vu la voiture? Le truc est vraiment insensé dans tous les sens du terme. Insensé de par ses formes, insensé de par ses performances de voiture électrique, donc assez violente, mais également insensé de par son architecture elle-même. Prenons l'habitacle. Vous vous en souvenez? Non, je vous demande, car sur le concept, le siège conducteur pouvait osciller, coulisser et se déplacer de gauche à droite pour adopter diverses positions de conduite différentes. Par exemple, il pouvait adopter une position de conduite centrale, comme sur la McLaren F1, ou encore une position de conduite, enfin, LHD ou RHD, au choix. La grande question qui se pose est: est-ce que la version finale de la PB18 e-tron conservera tous ces éléments de design qui lui sont caractéristiques? Non, je me pose la question car mine de rien, l'histoire du siège conducteur là, ça doit pas être facile à homologuer, je pense. Donc wait and see. Mais très franchement, je sais pas si vous arrivez à percevoir mon enthousiasme, mais je suis très enthousiaste là. Vraiment. Alors saviez-vous que Brabham, le constructeur australien installé en Angleterre, va proposer une version route de sa Brabham BT62. En effet, jusqu'à présent, le petit constructeur ne proposait qu'une version exclusivement réservée au circuit. Alors que désormais, si vous payez un petit truc, rien de foufou, 150 000 boules, c'est pas grand chose, eh bien vous pourrez homologuer votre Brabham BT62 pour un usage routier. C'est pas trop mal, n'empêche. Tu payes ta caisse 1 million
Et pour à peine 10% de plus, tu peux rouler avec partout. Surtout que le moteur va rester inchangé. Donc si tu veux mon avis, t'es quand même un petit peu gagnant dans l'histoire. Ouais, ok. Mais pourquoi ont-ils fait ça? Pour être parfaitement honnête avec vous, au tout début, je me suis dit qu'ils arrivaient tout simplement pas à écouler leur production. En gros, ils n'arrivaient pas à les vendre, ils n'arrivaient pas à trouver assez de clients qui soient fous de circuit et qui soient prêts à miser sur uniquement le nom Brabham, aussi réputé soit-il. Mais en fait, il se peut que la réponse soit tout autre, et beaucoup plus intéressante. Je m'explique. Brabham souhaiterait s'engager en endurance, et ce, dès la saison 2020. Il leur faudrait donc des véhicules homologués route. Alors oui, je sais à quoi vous pensez, car moi aussi j'y ai pensé, mais non, Brabham ne va pas s'engager dans la future catégorie réservée aux hypercars. Brabham souhaiterait visiblement s'engager en GTE, donc aux côtés des Ford GT et autres Ferrari 488. Alors personnellement, je trouve ce projet super intéressant, mais également super ambitieux pour un petit constructeur automobile. Et ce, malgré la riche et prolifique histoire du nom Brabham en sport automobile, que ce soit en endurance, voire même en Formule 1. Ceci dit, à titre personnel, je ne leur souhaite que du bon, vraiment. Je vous propose désormais de passer un petit peu chez Porsche, et non pas chez Soch, car on va parler Gembala. Je parle pas mal de préparateurs en ce moment, je trouve, non? Comment ça, Gembala, ça vous dit rien? Mais si, ce préparateur allemand, réputé notamment pour ses préparations sur base de Porsche, et qui est derrière des projets super ambitieux comme, par exemple, la MiG U1, sur base de Ferrari Enzo, ou encore une des plus belles créations du monde automobile, j'ai nommé la Mirage GT sur base de Carrera GT. Donc arrêtez de dire que je crache sur les préparateurs et que je suis anti-préparateur, car il y a certains préparateurs, je dis beaucoup préparateurs, qui font des trucs de dingue. Bref, Gembala dévoile un nouveau pack pour les Porsche 911 type 991 Turbo et Turbo S. Et là, pour le coup, ce n'est pas que de l'esthétique. Pour tout vous dire, l'esthétique est même assez secondaire. Sous le capot, il se passe quoi? Alors, sans être trop technique, car de toute façon je n'y comprendrai rien, sachez juste que le Flat Six de 3,8 litres, qui développe normalement 572 chevaux pour 700 Nm de couple, passe désormais à 807 chevaux pour 1098 Nm de couple. C'est absolument démentiel, je sais pas si vous vous en rendez compte. Genre c'est plus puissant que la plus puissante des 911 actuelles, à savoir la 911 type 991 GT2 RS. Quel est le petit nom de cette auto? Gembala GTR 8XX Evo R. C'est vrai que Gembala a souvent des noms un petit peu compliqués, je vous le concède. En revanche, les perfs ça devrait mettre tout le monde d'accord. Un 0 à 100 en 2,3 secondes et une Vmax de 370 km/h. Rien que ça. Contrairement aux constructeurs qui t'annoncent des Vmax farfelus, genre 460 km/h, blablabla, là pour le coup j'ai plutôt tendance à croire Gembala. Enfin bref, comme je vous ai dit, il y a également quelques petits changements esthétiques sur une voiture qui est notamment un petit peu plus large au niveau des ailes. Par exemple, il y a un nouveau bouclier avant et un nouveau capot avant. On note aussi des prises d'air ici et là. Sans oublier l'aileron de la mort qui tue. Bah ouais, tu n'es pas un vrai préparateur si tu ne rajoutes pas un aileron de la mort qui tue. D'autant plus que personnellement, je trouve que l'on retrouve vraiment la patte Gembala sur ce modèle. Et je trouve ça vraiment très appréciable. Genre, il y a un petit style assez reconnaissable quand même. Tenez, prenez cette Gembala Avalanche que j'avais croisée à Paris, voilà plusieurs années. Il y a clairement un lien de parenté, enfin c'est indéniable. Et personnellement je trouve ça super important de garder cette identité visuelle à travers les temps, à travers les âges. Enfin bref, je vais être franc avec vous. Parler de Gembala, ça me fait extrêmement plaisir, car mine de rien, j'avais l'impression que depuis plusieurs années déjà, Gembala ne sortait presque plus rien, presque aucun modèle, aucune nouveauté. Et du coup j'avais cette désagréable sensation de voir la marque tomber petit à petit dans l'oubli. Mais ce n'est pas le cas, tant mieux. Passons maintenant au Comes Time. Alors, dans la dernière minute actu, j'ai choisi de répondre à Baby Scar, car il avait 8 pouces bleus sur son commentaire. Why not? Alors, Baby Scar me demande « Salut Alex, as-tu entendu parler de cette BMW faite à partir de matière météorite ? Et si oui, comptes-tu en parler ?» Alors oui, j'en avais entendu parler, mais jusqu'à ce moment même, je ne comptais pas en parler. Mais on va en parler. Pour commencer, c'est un modèle unique, sur base de M850i X-Drive.
issu du département de personnalisation BMW Individual Manufacture. Et comme son nom pourrait le suggérer, BMW Night Sky, le constructeur allemand a utilisé de la poussière de météorite sur certains éléments de l'auto, notamment à l'intérieur sur la console centrale. Par exemple, le bouton de démarrage. D'ailleurs, c'est à l'intérieur que ce traitement à base de poussière de météorite est le plus marquant et marqué. On le retrouve également sur les portières de l'auto ou encore sur les rétroviseurs. Mais, contrairement à ce que j'ai pu lire et entendre, il n'y a rien de météorite sur la peinture elle-même. Il s'agit tout simplement d'un traitement spécial multicouche qui donne une couleur un peu spéciale, mais c'est tout. Contrairement donc à l'auto dont je vous parle juste ici, dans ce top 5 sur les peintures incroyables, que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu. Je vous parle notamment de l'Aston Martin Valkyrie de Crissing, qui va être peinte en Lunar Red. Et comme son nom l'indique, il y aura bel et bien de la poussière de météorite ou des fragments de météorite dans la peinture. Merci à vous d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. D'ailleurs, si c'est le cas, vous connaissez la chanson, n'hésitez surtout pas à me lâcher, que ce soit des likes, des pouces bleus, des commentaires, exprimez-vous, donnez votre avis, c'est super important, ou encore, mieux, n'hésitez vraiment pas à partager cette vidéo, que ce soit au sein de YouTube même, sur les réseaux sociaux, avec votre famille, vos amis, sur des forums, sur des sites, etc. etc. C'est super important pour le référencement de la vidéo. Quant à moi, je vous dis tout simplement à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Mais surtout, n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.